I'm very pleased to be here with you because we're going to talk about storage of energy. And the storage of energy is a gateway to talk about a lot of other things. So we're not only going to talk about storage, and it's going to be an opportunity to talk about how storage, as the title says, is a real pillar. We talked about a backbone, une potentielle colonne vertébrale de la transition énergétique, of the energy transition. But we're going to use that to talk about technical products, tools, and we're going to talk about also what it means for the market, what it means for the next few years with regards to the energy transition. I'm here with Jürgen Reinert, who is the CEO of SMA Solar, 43-year-old company based in Germany, but with activities all around the world. In a few minutes, you're going to understand that they were at the origin of very particular ingredients of the first solar panels, or not the first solar panels, but the first systems in the 80s that they're going to describe, because he reminded me, Mr. Reinert, a few minutes ago that we had solar panels in the 50s and 60s. For those of us that, even though you're professionals in the room, I'm the neophyte, but you're experts that forgot that solar panels are not that new. And we're also here with Pierre Le Romancer, who's at EDF, in charge of storage, R&D on storage, bioenergies, and hydrogen. And I'm very excited. I'm going to excuse Laura Cosi of the International Energy Agency, who cannot be with us today. She's on the program. This is not Laura Cosi. But he's going to talk about the importance of what EDF is doing on these issues, but more broadly about these technical solutions and also what it means for the economy and the energy system. So thank you for being with us, because you came into this roundtable only a few days ago. And he understands perfect English. He is going to speak in French. I'm going to do my best. I'm going to take a nap right afterwards. It's going to be a little time. I'm just kidding. No one's going to fall asleep. Absolutely not. It was not at all what I was insinuating. Monsieur Reinert, we are going to start with a question about, I'd like you to just tell the story of what SMA did with regards to development of solar panels. This is not the main questions, but I find it very interesting just to remind what SMA does and how in the 80s you developed something that really allowed for pretty sophisticated systems on rooftops. Yeah. J'ai posé une question simple à Monsieur Reinert, mais historique, qui dévie un tout petit peu du stockage au tout début, parce qu'ils ont développé des premiers outils pour les panneaux solaires dans les années 80, qui permettaient des modules sur les toitures assez sophistiqués. Un petit rappel historique intéressant sur le développement du PV, du photovoltaïque. Yes, thank you very much, and thank you very much for being here. Let me first say that I'm sorry that I cannot do this in French. Unfortunately not. I would be able to do it in Swedish or in Dutch or in German, but not in French, unfortunately. Let me tell you how actually SMA was founded 43 years ago. It was founded by 3 engineers from the University of Kassel. Kassel is in the middle of Germany. And they founded the company together with a professor because they said they want to have renewable energy for the whole world. And actually still today they do exactly that. The money of us, we are by now we are on the stock market, so we are on a MDAX, so the second biggest in Germany. We're a company now of 2 billion euros roughly. The second biggest company in Germany, all sectors, is that what you're saying? Not just second biggest in energy? No. What I meant is we're in the MDAX, which is the second biggest stock market. Oh, sorry. Okay. My apologies. No problem. No. So 2 billion euro company, about 4,500 people. And we are producing in Germany, in Poland, but not in China and not anywhere else in the world. But the company was founded by those 3 engineers, and they wanted to have solar energy brought to the world, and that was their vision. At that time, there were only few PV modules being used without any good electronics, etc. And they said they would like to have that sustainable in the future at that time.
where nobody actually talked about sustainability. And still today, they have a foundation giving money to rural areas in the world and putting up systems in Africa, in India, in Southern America, etc. So that is still being done. So Jürgen, I'm going to take 1 minute if you don't mind. Yeah. Monsieur Reinert s'excuse, il parle 50 autres langues, mais pas le français. Donc on le remercie et surtout don't apologize, you're fine. Thank you, merci d'être là. SMA est une entreprise de 43 ans dans le centre de l'Allemagne et ses origines dans Kassel. Un professeur, 3 ingénieurs ont créé cette entreprise avec la vision de fournir de l'énergie renouvelable pour le monde entier. Aujourd'hui, c'est dans le deuxième plus grand index de bourse, donc une entreprise cotée en bourse très réussie en Allemagne. Maintenant, avec toujours cette même volonté, mission de fournir de l'énergie renouvelable. Et il y a même une fondation qui est alimentée par l'entreprise pour soutenir des territoires ruraux dans l'électrification renouvelable. Thank you. And so they started out in the 80s and then actually founded the string technology as we know it today. So before that, you could only have the modules, the PV modules, and produce DC power from it. It could not really be used apart from in small homes or in aeronautics, etc. And what they founded as a patent then in the 80s, 85, was to put the modules, the photovoltaic modules, into series, connect them in series, and then form a string. And then you need only one piece of power electronics, one inverter, to convert that DC power into AC power. And this made photovoltaics as we know it today, made it feasible only. And then there was in Europe, or in Germany, I must say, first the 100 roof program, and then the 1,000 roof program, and then the 100,000 roof program, where it was supported a lot. And in the 2000s, this company grew from 40 million to 2 billion, only organically, 2 billion euros, very, very quickly, because we were leader in photovoltaics in the whole world. Germany was at that time half of the world market, so it was very big in Germany. It was supported by having a very high fee that you get for each kilowatt hour you put into the net. So you were supported by that, and this helped the photovoltaics very much. Thank you. Dans les années 80, ils ont développé une technologie. Alors, je ne sais pas si je vais bien traduire. Peut-être que mon collègue va m'aider vers la string technology. Est-ce que c'est une petite technologie, pas ficelle, je suppose, pour les. Oui. Chaîne. Merci. Heureusement que vous êtes là. Technologie de chaîne pour traduire, convertir de la puissance. En fait, avant, c'était seulement une technologie, ou plutôt les PV qu'on utilisait dans les petites installations chez les particuliers ou dans l'aéronautique, si je comprends bien. Et ce que vous avez développé dans les années 80, c'était justement cette technologie en chaîne qui permettait, si je comprends bien, de faire ça à plus grande échelle sur les toitures, de convertir alors là, je ne sais pas si je traduis correctement, du DC en AC power. Il va le dire plutôt. Ouais, c'est ça. Quand il y a un néophyte, c'est mieux que l'expert explique. Ouais, bonjour. J'ai travaillé un tout petit peu dans le photovoltaïque dans les années 90 pour Ténésol Guadeloupe, et on était d'ailleurs client de SMA pour les onduleurs. Et en fait, les onduleurs, c'est des systèmes. Et l'arrivée des onduleurs tels que ceux de SMA, ça a permis d'avoir un seul onduleur qui permet de convertir toute l'électricité en courant continu d'un champ de panneaux solaires ou d'une toiture de panneaux solaires en courant alternatif pour pouvoir injecter sur le réseau, sur un réseau privé. Excellent. Et c'est là où vous avez eu des programmes pour 100 toitures, 1000 toitures, 10 000 toitures. Et de manière organique, vous êtes passé dans les années 2000 de 40 millions de chiffre d'affaires à 2 milliards, leader dans le PV. Et puis, ce qui a été intéressant, c'était le système je pense, tarifaire pour chaque kilowattheure produit qui soutenait votre croissance. Je pense que c'était bien cela. Go ahead, monsieur. Yes. And then there was the year 2010 where we were at 2 billion euros, and then the world started to implode, I must say, because of the fact that Europe went down in installations, especially Germany, which was the biggest market at that time.
And so our revenue fell from 2 billion back to 800 million in 2 years' time. We needed to lay off a lot of people. It was very unsecure. And I headed the R&D at that time also, because I'm also electrical engineer by background. I did my PhD in Aix-la-Chapelle already in the 90s on electric vehicles. But the situation was that I needed to then halve the R&D team from 1,000 engineers to 500 engineers within 2 months, because we were nearly bankrupt. The photovoltaics disappeared in Germany and in parts of the world at that time. Je vais traduire dans un instant, mais I'm going to ask you a question right off the bat. Can Nina talk about the technologies of storage that you develop and the inverters right after I translate, and just so don't forget. Dans les années, à un moment donné, juste avant les années 2010, l'Allemagne représentait une grosse part du marché. Quelques années avant, même, il a mentionné la moitié du marché mondial. Ensuite, en 2010, implosion. Beaucoup d'instabilité, c'était pas mentionné explicitement, mais peut-être lié à la politique tarifaire ou peut-être tout simplement des ingrédients macroéconomiques, mais beaucoup de baisse des installations en Allemagne, beaucoup de licenciements, passage de 1000 à 500 ingénieurs, ce qui était particulièrement gênant pour monsieur, étant donné que son propre profil, ses propres études étaient en doctorat en ingénierie électrique. Voilà, go ahead. Yeah, and this is why I wanted to say this is the whole company nearly disappeared, and then we needed to reinvent ourselves. And then we went into not only into solar inverters, we went into storage, we went into electric vehicle charging, we went into energy management, and in 2017 also into hydrogen, so power to gas applications. And this meant we have become an energy transition company away from a PV inverter manufacturer towards an energy transition company. And this needed to take place rather quickly, because the inverter of the photovoltaic had become a commodity, mainly with the biggest companies in China. And we needed to quickly convert this company to an energy transition company. And today, we are number one in the world when it comes to rectifiers for power to gas applications. We are number 2 or 3 in the world when it comes to inverters for stationary batteries. So now I don't talk about electric vehicles, etc., but the stationary batteries to stabilize the grid. And we are also very good on electric vehicle charging and putting that together, these sectors together in a good fashion, energy management, either in the house, in the building or the company, or on big scale, utility scale applications. And this is how we are positioned today. Je synthétise parce que je sais que la plupart d'entre vous comprenez très bien. Donc, l'entreprise a dû se réinventer face à cette chute d'activité, cette chute du marché allemand. Ils sont ensuite devenus une entreprise de la transition énergétique, sont allés dans le stockage, dans les batteries, le stockage via les batteries de véhicules électriques, dans la gestion, la maîtrise de la demande, dans l'hydrogène. C'était pas facile, puisqu'il y avait aussi, si je comprends bien, vous me corrigerez parce que vous avez été plusieurs à entendre, la compétition avec la Chine rendait ce virage aussi, il y a beaucoup d'enjeux de développement, de R&D et aussi d'investissement. Là, c'était rapide comme changement, mais ils ont réussi à être numéro 1 dans le monde alors là, je vais me tourner vers notre expert, les rectifiers, power to gas applications. Donc, j'imagine des outils de conversion et de transformation du courant. Excellent. Entre de puissance électrique au gaz, c'est ça? Non, même pas. Il a dit power to gas applications. Je ne sais pas comment si ça se traduit tout simplement. Ok, pour alimenter les électrolyseurs qui alimentent l'hydrogène, qui servent à produire l'hydrogène. Merci. Et les onduleurs pour les batteries stationnaires. Ça, vous êtes aussi numéro 1, je pense, dans le monde de là-dessus.
et ce qui permettait d'introduire ces technologies autant à petite échelle chez les particuliers, mais aussi pour les grandes entreprises énergéticiens et voilà, à plus grande échelle. Excusez-moi. Je vais poser. I'm going to ask a question to Monsieur Laurent Manser, in charge of R&D in hydrogen, bioenergies, storage. How do you see the development of storage technologies over the past few years, and what are you trying to upscale with regards these solutions? J'ai posé la question de quelle est votre interprétation de... Enfin, vous allez peut-être répondre à ma question dans votre réponse. Oui, mais je pense que c'est effectivement... Merci pour cette question qui pose bien le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Je donnerai un chiffre. En 2020, dans le monde, il y avait 17 gigawatts de capacité de stockage batterie installée. On en prévoit une centaine à l'horizon 2025. Et à l'horizon 2030, on sera sans doute entre 300 et 600 gigawatts. On est face à un développement du stockage batterie qui est colossal. Alors, c'est pas aujourd'hui, avec un peu plus de 17 gigawatts, ce n'est pas la première source de stockage dans le monde. Il ne faut pas oublier que la première source de stockage dans le monde, aujourd'hui encore, c'est les barrages, avec des stations de transfert d'énergie par pompage essentiellement. Mais voilà, d'ici pas très longtemps, ça sera les batteries. Alors, les systèmes électriques ont, depuis des dizaines d'années, des besoins en stockage, mais ces besoins sont clairement en croissance depuis quelques années. Et l'origine de cette croissance, elle est très claire. C'est l'émergence de nouvelles formes de production d'électricité à base de renouvelables, qui sont essentiellement des renouvelables variables. Et donc, les systèmes électriques ont besoin de capacités de flexibilité, en fait, de manière à ce qu'à tout moment, l'offre et la demande d'énergie soient équilibrées. Donc, c'est bien le besoin en flexibilité des systèmes électriques qui est à l'origine de la progression du stockage. Parmi les flexibilités, il n'y a pas que le stockage. Il y a d'autres moyens. On peut aussi jouer sur la demande. Par exemple, les tarifères creuses qu'on peut connaître en France. On va pouvoir aussi jouer dans certaines configurations géographiques sur les interconnexions. Par exemple, en France hexagonale, on peut s'appuyer sur des interconnexions avec l'ensemble de nos pays voisins. Et ça permet, à des moments où la demande est trop forte en France, de pouvoir soutirer l'énergie au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Espagne, ou inversement. Thank you. I asked the question once again of the development of these technologies over the past few years, what the perspective. I'm going to start with a few statistics. 17 gigawatts of capacity of storage today, 100 in 2025. 2030 will be between 300 and 600 gigawatts. It's a colossal, a phenomenal increase in battery storage capacity. It was battery storage capacity, I'm assuming that those statistics refer to only, is going to increase tremendously. It's just a reminder, most of the storage capacity is still in the steps, and the batteries are going to replace them as the number one source of storage in the next few years, because of a need for flexibility mechanisms in the energy system, in the electrical system, because we have new forms of production based on renewables, and thus this flexibility is through storage is one of the ways to do that. Also a reminder, we have other ways of the flexibility, and we can play on the level of tarification, changing according to hours during the day, what the electricity, I'm losing my English, what you pay for, basically, yeah. But you understand exactly what I'm saying. And also, with regards flexibility systems, you obviously have the ability to, with your neighboring countries,
to do energy demand, energy management, depending on who is in more need at what period of the day as well. Je vous prie de continuer avec une question ainsi sur donc ce système de flexibilité de plus en plus en besoin. Est-ce que nous sommes... Donc vous semblez dire qu'on est on est capable de répondre à ce besoin. Qu'est-ce que ça veut dire pour le système énergétique et l'ensemble des usagers? Est-ce qu'on est prêt à ce changement? Est-ce que vous voyez des défis importants qu'on devrait anticiper? I asked him, are there challenges that we should be paying attention to, things that might go wrong in this upscale? Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que l'utilisateur est prêt à changer ses habitudes de consommation? C'est pas certain. Alors, la crise énergétique qu'on avait vécue en 2022 a montré que, évidemment, il y avait des efforts de modération qui étaient possibles. Après, on a malgré tout des besoins qui ne peuvent pas être décalés, c'est-à-dire le café du matin, il sera plutôt entre 7h et 8h. On ne va pas attendre d'avoir de l'énergie sur le réseau pour pouvoir se faire son café. Donc, je pense que les besoins en électricité, ils vont continuer à être là chez nos clients, avec sans doute de la modération dans les niveaux de consommation, mais il y a bien il y a un enjeu d'avoir le bon niveau de puissance électrique au moment où on en a besoin. He just quickly said that it's not for certain that all of the different users are ready for these kinds of changes. Some habits, such as when we drink coffee in the morning, etc., might be difficult to change. What's certain is that we'll always need to respond to a certain level of electricity demand. There will be moderation, but it's all about discussing these different issues as well with different stakeholders. Je vous en prie, continuez, je vous ai coupé. Et alors, après, quand on parle des systèmes électriques, on est sur des constantes de temps qui sont en règle générale longues, ce qui veut dire que les systèmes s'adaptent. On n'a pas des besoins de stockage qui apparaissent du jour au lendemain. Donc voilà, on a, notamment sur les systèmes très interconnectés comme ceux d'Europe de l'Ouest, on a quand même quelques années pour nous adapter. Par contre, il y a d'autres zones qui ont dû s'adapter de manière très rapide et ils l'ont réussi. J'ai en tête l'exemple de la Californie. En Californie, ils ont la chance d'avoir un ensoleillement bien meilleur qu'en région parisienne et surtout très régulier. Et donc, on assiste au développement de l'énergie solaire et on assiste au développement d'un phénomène sur le réseau électrique qui est le phénomène de la duck curve, c'est-à-dire qu'à l'heure de midi, 90 à 95% de la puissance électrique du réseau est fournie par du solaire. Et alors, c'est très bien, sauf que vers 15-16 heures, cette production solaire elle commence à décroître très fortement. Et donc, il y a des très, très gros besoins de relais avec des systèmes de production classiques. Et donc, pour les développeurs de photovoltaïque en Californie, il y a une équation économique. C'est que à l'heure de midi, tout le monde produit, l'énergie solaire ne vaut pas très cher. Par contre, si on pouvait transférer cette énergie solaire produite à midi vers le pic de consommation qui est plutôt vers 16-17 heures, eh bien, ça serait beaucoup plus rentable, évidemment, pour le développeur du champ solaire. The electrical systems adapt, luckily, to changes that are not brutal, that can be gradual. We don't make these changes in just a couple of days. Some areas have showed great anticipation or adaptation to more intelligent and more flexible systems electrically. California is a good example. I'm from California, I'm very excited about this example. But I'm from San Francisco, où il y a beaucoup de brouillard, paradoxalement. Mais ça, c'est juste la raison. Arrête, Henri. L'ensoleillement, the sun is very regular in California, and at noon, we can have as much as 95% of electricity coming from solar. It would be good if we found ways to transfer that production and take into account the new business model that goes with it
to 4 or 5 p.m. when we have the heightened demand, but the sun has gone down considerably over those few hours. So we have it's a combination of both technology management, demand management, but also the business model, si je comprends bien. Exactement. Et pour transférer cette électricité, on va beaucoup solliciter les batteries avec voilà, les nouveaux développements qu'on voit en Californie depuis quelques années sont des systèmes où on développe un champ PV de plusieurs centaines de mégawatts et en même temps, on y associe un système de stockage qui lui-même va pouvoir atteindre des puissances entre 50 et 250 mégawatts, mettons, avec une capacité de stockage entre 3 et 5 heures en général, ce qui va permettre justement de pouvoir revendre cette électricité solaire en fin de journée, au moment où les prix du marché sont plus élevés. Je vous laisse finir parce qu'après je vais lui poser une question. Donc, allez-y, je vous en prie. Et juste pour répondre complètement à votre question sur la capacité des systèmes électriques justement à s'adapter à ces évolutions, ce qui me frappe beaucoup sur le stockage, sur le stockage batterie, c'est la capacité de la filière. Alors, c'est vraiment tous les acteurs de la filière, donc les fournisseurs d'onduleurs, les fournisseurs de cellules de batterie, qui ont réussi un passage à l'échelle qui est, je pense, du jamais vu dans l'histoire récente des systèmes énergétiques, puisque alors c'est essentiellement du stockage lithium-ion qui est développé. Stockage de quoi, lithium-ion, donc à l'identique de ce qui est installé sur les véhicules électriques. C'est une technologie qui a été inventée, découverte dans les années 70-80, avec des premières applications commerciales sur l'informatique dans les années 90. Et 30 ans plus tard, on passe de capacité de stockage de quelques centaines de wattheures à des capacités de stockage de plusieurs centaines de mégawattheures. La courbe d'apprentissage, elle était encore plus forte que pour le solaire. Voilà, donc c'était un challenge et je pense c'est important de l'avoir en tête. Aujourd'hui, ça paraît l'évidence d'avoir des grands systèmes de stockage. Ça reste malgré tout encore un champ de développement, mais qui atteint quand même, qui est très vite allé vers la maturité. Before I asked you another question now about the perspectives of development and challenges, I'll translate. Que je revienne sur la bonne page. J'y suis. To complete my answer to the question on our energy systems or electrical systems ready for all these adaptations, it's important to remind of the speed at which we've changed scales on storage capacity, much faster than in this upscaling of solar energy production. We went from, when we talk about putting into the supply chain the inverters, the cells for batteries, we're doing something that hasn't been seen before. We're mainly on, I think it's lithium. C'est comme ça? You know what I'm talking about better than I do. These applications in the 70s and 80s were, I think, for computer-based use. We were small scale. 30 years later, we basically are talking about a change from a couple hundred, c'était des mégawattheures? Yeah, megawatt hours. Now we're in hundreds of megawatt hours. So we went from a few hundred of kilowatt hours to several hundred megawatt hours. Sorry, and that's what I'm saying about this rapid change of scale. I'm going to ask you now a similar question, Mr. Reinert. The challenges. What does it mean for the market? What you guys are upscaling, and how are you kind of anticipating the future of these new energy systems and energy behavior? Je vais poser une question sur l'avenir. Yes, let me tie to what you've said already. The 17 gigawatt or gigawatt hours that have been put into stationary batteries, that's correct, over all the years, and we've actually made inverters for half of that nearly, so 7.
gigawatt inverter power. And it is, as you said, when I started firstly with having installed batteries, they were 1,000 euro per kilowatt hour. And then it went very quickly down to, say, 100 euro per kilowatt hour. Of course, it's a dynamic process, but it's been a factor of 10 in cost in a rather short time. The problem that we're facing with that a little bit is what you're saying. By the way, I can also make you glad we are having our headquarters of America in Sacramento, so also in California. And the problem we are facing today is, of course, coming from the material supplied for all these amounts of batteries. They are still not recycled very much, even if lithium ion can be recycled to 97% or very high. It's still not done so. Most of them come from the Far East, so it's Chinese players like BYD, CATL, Lithium, or it's LG from Korea, or Samsung. So it's very much concentrated, the production, and huge amounts, of course, going in. And we have also now, and that fits to what you've said, we have also now just started with our project. The biggest one we've ever did is now on 600 megawatt hour in one project. So it's huge. It's several times this room, only batteries. Several of these rooms, only batteries. So the problem is a little bit, I think, in regard to sustainability. We are a company, as I said, that want to focus very hard on recycling, on circular economy, meaning reusing, and we do that with our inverters. We use the aluminium again. We repair our inverters if they break down. And this is, of course, for us a little bit of a problem on the battery side still, because not much recycling is taking place on the battery. Then one has talked a lot about second life batteries, meaning you use it first in car application and then you recycle it or reverb it and put it into stationary batteries. But the price has been falling so quickly that it has not made sense until now to do a second life, because the new one is much cheaper. And this is the problems we are facing today. A very high ramp up, the raw material going into that, cobalt and of course everything that needs to go in a lithium ion battery. And then having the suppliers mainly from Korea or especially China. So this is a little bit where we see the problems today when it comes to a macroeconomic view. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue sur ces 17. C'était des gigawattheures de stockage. Notre entreprise fournit à peu près la moitié de ce qui permet cette capacité. Dans les onduleurs, la puissance qu'elles peuvent générer. Je m'excuse pour du vocabulaire technique qui peut peut-être être inadapté dans mes traductions. Ce qui était compliqué, on était dans un processus très dynamique aussi sur le prix. Au début, on était sur 1 000 € le kilowattheure. On est descendu rapidement à 100 € le kilowattheure pour montrer à quel point c'est une évolution rapide qui peut être aussi conséquente sur la filière. À Sacramento, en Californie, où nous allons vraiment travailler sur le développement de ces produits. On est aussi très focalisé sur le recyclage pas juste des matériaux, mais des batteries. On est très engagé pour le développement durable de manière générale, et c'est aussi là où on rencontre quelques problématiques qui sont liées à la structuration des filières à l'échelle mondiale. Une concentration très forte des matériaux dans quelques entreprises de l'Asie, que ce soit BYD, LG, Samsung, en adéquation malheureusement difficilement avec une très forte hausse de la demande pour ces matériaux et une immense croissance de ces productions de batteries. Nous avons un projet de 600 MWh dans sur une seule installation de batterie. C'est plusieurs fois cette salle, il faut imaginer que des batteries.
Mais on est très préoccupé. Justement, on a fait ça avec les onduleurs, mais on est très préoccupé par aujourd'hui le potentiel, mais qui n'est pas atteint dans le recyclage des batteries, à cause du fait aussi que le prix n'arrête pas de baisser sur les batteries neuves. Donc, on fait face quand même à autant des problèmes de matériaux, de modèles économiques, de l'organisation de filières, qui font qu'on a des problèmes écologiques et puis aussi de réponse à la demande. Je vais vous proposer, I'm going to propose that I open up to the room, parce que je pense qu'ils ont donné beaucoup d'informations intéressantes et que vous êtes très curieux et aussi avec beaucoup de connaissances déjà. Donc je vais vous proposer de poser des questions à Monsieur Laurent Manser et à Monsieur Reinert, et je traduirai en fonction. I'm going to open up the floor for questions. I think that's a good idea. Qui souhaiterait poser une question? Je vais en prendre 3. Je ne sais pas si je devrais m'engager sur un tel défi parce que c'est en compte de la traduction, mais on va prendre 3 questions. Si vous savez les poser en anglais, tant mieux. Si vous les posez en français, je traduirai directement juste après, par contre. Monsieur Arnaud. Bonjour, Thierry Arnaud, Fronius. Vous voulez que je la fasse en anglais ou bon, je vais la faire en français, vous traduirez mieux que moi. Ok. Ma question elle est technologique. Vous avez justement mentionné un des challenges de la transition énergétique, ça va être la disponibilité de matériaux. Le cuivre pour transporter l'électricité et le lithium pour le stockage. Est-ce que vous voyez à terme d'autres matériaux arriver pour justement sur le problème de disponibilité du lithium, comme le sodium, et dans ce cas-là, à quel terme, avec quel volume et avec quelle part de marché le sodium prendrait le relais du lithium? Comment on traduit cuivre? J'ai un trou. Copper, c'était ça, oui. Technological question. How do you see sodium coming and replacing lithium or copper, taken into account? Non, il va juste remplacer. Taking into account the rarefication of resources. So that question, rather simple. I'm going to take a second one. Okay. Et au fond, oui. Bonjour, je suis Jacob Hollandi, journaliste pour Green Universe. I'm a journalist for Green Universe. Je voulais vous demander, on en a un petit peu parlé, mais sur l'approvisionnement des batteries, vous avez dit qu'elles proviennent presque toutes de l'Asie. Est-ce qu'il y a des projets, enfin, je sais qu'il y a quelques projets en Europe pour produire des batteries, mais peut-être c'est plutôt pour les véhicules électriques. Donc, est-ce que ça marche aussi pour le stockage stationnaire? Je ne sais pas. Est-ce qu'elles vont être compétitives avec les batteries d'Asie? Est-ce qu'il y aura assez de production pour suivre le rythme de l'augmentation de puissance que vous prévoyez? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces sujets-là? In English, I'll try. My question was regarding the availability of batteries, because you said most of them come from the Far East, but there are some projects in Europe that are starting to produce batteries, even if, from what I know, it's more for electric vehicles and not for stationary standalone storage. So do you think these batteries are going to be competitive with Chinese batteries? Are we going to have enough of them to meet all the demand? Can you give us some details on this? Thanks. And one more, une dernière, super. Hi, I'm Joe from Enphase Energy. We're a microinverter manufacturer and battery manufacturer. I had a question for the gentleman from EDF. I just wanted to know if he could mention some of the other technologies that he's working on, because we've talked essentially about lithium. So I just wanted to ask that question. So it joins the question from Fronius. Thank you. What was the other technology? Sorry, that I didn't. Sodium. He's working on biomass. Okay. Okay. And others. Si vous avez bien entendu sa question, super. Comme ça, vous pouvez traduire en répondant. Mr. Reinhardt, maybe you want to answer one or two or the questions. I've got it here. Oh, yes, sorry. Yeah, but my colleague from EDF can, of course, come in, so I will keep it rather short. I would very much agree with what you said, that... Oops. Il n'y a pas moyen de récupérer de manière cool de ce qui vient de se passer. Donc, on va assumer à 100%.
Il y a une première pour tout. So, Go ahead, Mr. Reiner. I would very much say that we will see changes, especially out of reason of cost in the end, but sustainability. We will see a transition towards sodium. I'm very sure about that, and we are looking with long-term partners right now from our company, mainly into sodium applications, going away from lithium-ion. I can say that. To the second question regarding Europe, yes, but I would say Europe has really been late. I mean, I've been saying that I've been doing my PhD on electric vehicles in the 90s. At that time, France and Germany were still ahead, and they lost it fully. It needed to be Elon Musk showing that electric vehicles can be sexy. And then it showed that it can be done. And so Europe was sleeping a long time. So of course, Northvolt and others have started to come in, but rather late and in a much lower economy of scale. So I really hope they go in for the differentiation of especially into recycling, of sustainability, to be also combating the problem of not having to fight only on price, because on price against the Chinese and Korean production, they will not win, full stop. And that's why I would hope they would go over to focusing more on sustainability, reusability, and application verticals, meaning where exactly to use these batteries. And on the third question, I would go over to you. Pour rapidement traduire, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le sodium va prendre le relais. Je laisserai mon collègue d'EDF compléter. Sur la deuxième question, l'Europe, oui, développe des produits en compétition avec la Chine, mais est clairement en retard. Quand je travaillais sur les véhicules électriques dans les années 90, la France et l'Allemagne étaient en avance. Ils se sont endormis. Ils sont maintenant en retard. C'est grâce à Elon Musk qu'on voit que les véhicules électriques peuvent être attractifs et qui peuvent être produits à l'échelle. Je recommande, pour ne pas être dans une compétition perdue d'avance sur le prix de ces produits avec la Chine, on ne gagnera pas là-dessus. C'est plutôt sur recyclage, le réemploi et sur des choix intelligents d'application. Je ne sais pas si je vais savoir traduire vertical application, mais si je comprends bien, c'est plutôt des choix dans pas la distribution, mais les applications qui doivent être mieux faites que essayer d'être en compétition sur les économies d'échelle et des produits compétitifs d'un point de vue prix. Je laisse mon collègue à EDF compléter. Oui, je pense que M. Reiner a bien résumé la situation. Si on regarde effectivement la position de l'Europe, aujourd'hui on est en train de rattraper une partie de notre retard sur la production de cellules. Bon, c'est une bonne chose, hein, parce que c'est déjà une bonne chose pour l'industrie automobile. Par contre, on n'est pas complètement allé au bout de la stratégie sur les approvisionnements. Les approvisionnements, les matières premières sont rarement en Europe. C'est réparti en Amérique du Sud, Asie, Afrique essentiellement. Le raffinage des matières premières, il n'est pas non plus en Europe. Aujourd'hui, le raffinage, il est clairement en possession des Chinois, et donc c'est voilà, je ne dirais pas que les cartes sont complètement distribuées, mais on est clairement en retard. Il y a des gisements possibles en Europe, mais pour l'instant, ils sont pas exploités. Pour un néophyte qui pose la question, mais le raffinage, on peut le développer. La Chine, c'est une fatalité, ça, ou on peut ou c'était ce que vous allez dire? Alors non, c'est pas une fatalité. Par contre, les matières premières, j'imagine que oui. Là, pour le coup. Pour les matières premières, c'est plus difficile, évidemment. Okay. Mais pour le raffinage, ça suppose de développer des capacités de raffinage, donc de la grosse industrie en Europe. Donc c'est aussi un challenge. C'est quand même des sites industriels qui se voient beaucoup dans le paysage. C'est de l'industrie lourde, exactement. Ensuite, sur les gisements et les nouvelles technologies,
la raréfication des gisements en matière première et je dirais la stimulation que ça peut avoir sur la technologie. Bon, clairement, il y a des pénuries qui peuvent apparaître ponctuellement. L'industrie minière recherche du lithium. C'était pas forcément le produit qui était le plus recherché dans le monde. Donc on voit que des gisements, on en trouve un peu partout. On voit aussi que l'industrie. Alors je vais revenir sur l'industrie de la batterie. C'est une industrie qu'on regarde ce qui s'est passé depuis 5-6 ans. Si on revient 5-6 ans en arrière, les batteries, alors pour la mobilité, mais aussi pour le stationnaire, pour les systèmes électriques, c'est des batteries qui utilisent beaucoup de cobalt. Le cobalt a un approvisionnement qui est essentiellement en République démocratique du Congo, avec des problèmes de RSE évidents, et puis peu d'acteurs à le proposer, donc des problèmes tout à fait évidents pour le marché. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les industriels de la batterie sont capables de réduire la proportion de cobalt dans les batteries qu'ils vendent. Ça, c'est la première étape. Ce qu'on voit ensuite, c'est qu'ils sont capables de proposer des nouvelles électrochimies à base de fer et de phosphate, donc des produits beaucoup plus communs. D'abord pour le stationnaire, parce que c'est des batteries qui sont un peu plus volumineuses. On voit aujourd'hui, on parlait de Tesla met aujourd'hui des batteries au fer phosphate dans ses véhicules. Donc il y a cette évolution. On a cité le sodium-ion. C'est sans doute la génération de batteries qui arrive. Je dis sans doute, c'est vraiment par pure forme oratoire, parce que c'est des produits qu'on teste déjà et qui ont un vrai potentiel de développement. Alors d'abord dans le stationnaire, parce que ça reste encore des systèmes assez volumineux, mais on commence à voir des fabricants de véhicules en Chine qui proposent des premières voitures avec des batteries au sodium-ion. Donc il y a cette évolution vers la recherche de technologies qui utilisent des matériaux de plus en plus communs. Et au-delà, on voit aussi apparaître des développeurs sur des batteries au fer. Alors plutôt pour de la longue durée, une centaine d'heures de stockage. Donc produits encore plus communs. Et donc, c'est pas pour tout de suite. C'est plutôt, on est là à des horizons au-delà de 2030. Mais juste très rapidement, on est d'accord, on est en retard. Et là, vous parlez d'une récente évolution. C'est encore en Chine qu'on le retrouve ou non. Sur le sodium-ion, non. Oui. Les industriels, on en trouve un peu partout dans le monde. Okay. Par contre, les premières applications pour la mobilité, effectivement, c'est en Chine qu'on les retrouve. Okay. We're late. Like we said, we're starting to catch up a little bit on the production of cells. C'est comme ça qu'on traduit les cellules dans les. Okay. Et where we were not thinking, we didn't anticipate enough on the strategy to provide all of the materials. We still have, raw materials, South America. And in Asia, that's a little bit difficult to go around. The refinery, on dit refinery aussi, j'imagine, that's also mostly in China. There we could develop that. That's heavy industry, so it's a big challenge. But that's one way that we could maybe catch up a little bit. Where we have maybe a little bit more margin for being ahead in the simulation of technologies. The mining industry is not looking as much for. C'était quel produit The lithium. So lithium. Okay. Let's also. I mean, if we go back 5 years, this is not an industry that's very old. We can see improvements that are possible. The cobalt does come mostly from the Democratic Republic of Congo. We have CSR issues with that, obvious ones. But so what's happening is that we see industries that, one, were able to decrease the percentage of cobalt in their batteries. And then we're looking at new ways of doing électrochimie, des nouvelles procédures électrochimiques, donc electrochemistry, you understand, thank you. And Tesla showed that you can do more and more iron and phosphate in these batteries. And I'm pretty sure we're already testing it, that those
that's going to be a near future for stationary batteries, but even maybe on for mobility batteries. So there is ways of going around and catching up. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je trouvais que ça a bien de... Parce qu'on a encore un tout petit peu de temps. Je crois qu'on a jusqu'à une petite... je cherche mes collègues de la tribune. Ah oui. Oui, on est bien. On est large. Plenty of time. Encore des questions? Oui. Donc, une question là. Alors là, je vais faire très attention aux marchands. OK. Ouais. Monsieur, j'ai oublié mon petit cahier. Oh, ça va être dur. Oui, bonjour. En fait, je souhaiterais comprendre une chose et je voulais savoir si vous avez des réponses à apporter. Depuis qu'on a parlé de transition énergétique, il était évident que un des problèmes qu'on rencontrait avec les énergies renouvelables, c'était l'intermittence justement des technologies renouvelables, donc le solaire et l'éolien en l'occurrence. Et qui dit intermittence, la solution pour faire face à cela, c'est le stockage. On a pourtant l'impression, en fait, que le stockage, on en parle beaucoup, on fait beaucoup de recherches, mais j'ai l'impression qu'on n'avance pas forcément par rapport aux Chinois, par exemple, qui, eux, justement, les Asiatiques, ils testent directement. Donc là, par exemple, il y avait le stockage au plan. On a évolué, on a trouvé que c'était le lithium qui était plus performant et qui apportait plus d'efficacité. Et là, on parle déjà de sodium. Donc, est-ce que finalement, on ne passe pas beaucoup de temps à faire des recherches? Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas tester des solutions qui existent déjà, les déployer et la recherche avance en parallèle? Parce qu'au final, on n'a rien et on ne résout pas le problème du stockage qui est un vrai sujet dans le renouvelable. Maël Fasson, je suis de l'entreprise Terre Solaire, donc on est installateur photovoltaïque et on est justement confronté à ces sujets-là. Sir works for le nom de l'entreprise Terre Solaire in solar power, confronted with the issue of not having been sufficiently in advance on storage technologies. And his question is about, do we spend too much time doing R&D, not enough experimentation, identifying what already works and implementing it? Because I see that we did research on lead, then we went to lithium, now we're focusing already on sodium. C'est bien cela, la bonne traduction. So a question about that, the speed at which we're experimenting and implementing. Une main ici. Merci. Bonjour, Frédéric Chéreau, je suis le CEO de la Société Libre Énergie. Nous, on développe et on installe des solutions de stockage en France et en Afrique depuis plus de 10 ans. Et en France, aujourd'hui, on est confronté dans le commerce, dans le marché du CNI, à de grandes difficultés pour développer les activités en France, pour deux raisons. Aujourd'hui, on voit bien que ça se développe et ça commence à bien se développer avec le tarif de consommation qui monte. On voit bien qu'en Allemagne, le tarif a été historiquement haut du prix de la consommation et donc les solutions de stockage s'étaient vraiment développées. En France, ça commence à arriver. Seulement, on est confronté aujourd'hui à des problématiques assurantielles, par exemple, pour installer du stockage dans les entreprises. Et je voulais avoir votre vision sur quels sont les critères aujourd'hui qui nous permettront de bien développer le stockage dans l'activité, dans le marché commerce-industrie, sachant que derrière, bien sûr, ça passe par de la formation des installateurs et des solutions de technologie simples, qui soient simples à installer et à développer. Thank you. I work also in the installation of storing technologies. There's an issue I'd like to talk about, which is the pricing at consumption, consumption that is increasing. And we also have an issue of training those that are installing these technologies so that we have simple solutions that are easily implemented. J'ai plutôt bien traduit? Oui? OK. Yes. And also, I have a question about insurance with regards the installations of these projects. Par contre, j'ai pas noté toute la contextualisation de la question assurantielle. It's difficult to be insured for the batteries. Yeah, OK, good. J'ai réussi. Dernière, je suis désolé, je ne sais pas si on va pouvoir toutes les prendre. On va faire une troisième ici et on va voir la rapidité de... Non, je vais être très court. Moi, c'est juste une question sur le potentiel du power to load des véhicules.
qui permettrait d'absorber la consommation du soir, qui n'est pas encore en place en France, mais il y a des solutions qui existent. Donc c'est utiliser la batterie du véhicule en soirée pour alimenter sa résidence, par exemple. It was a question about the power to load capacity in vehicles, the solution to use the batteries of vehicles to transfer into the household when the vehicle is not in use. I would like to know about that potential. On va donner l'occasion de répondre à ces 3 questions. J'ai noté vous. Go ahead, messieurs, je vous en prie. You had 3. Okay, I'll start again and put it rather short. So, first of all, of course, batteries have been around for more than 200 years also. So it's, of course, not something that is very new. And you're right, it started with lead acid, open batteries, etc. It went over to nickel cadmium quite much in France here, actually, nickel metal hydride, sodium sulfur, etc., etc. So there have been a lot of different ones. And we in Europe have always been good to look at that, and other countries have been better in just implementing it, as you said, making it very quickly to the market. And I think there's something right in that. I think it's a strength of Europe to be a little bit more broader, think about more terms like sustainability and circular economy, etc. But we need definitely, as I said earlier, to catch up in speed and go then also have the ability to go into new directions quickly. And there, of course, we do see different schemes in the world. If you look at the IRA now in USA, so the Inflation Reduction Act, there's a lot of money, 369 billion putting in just for energy transition. And this is helping a lot to attract companies to put up factories, etc. And with the European Green Deal and the Net Zero Industrial Act, we are trying to do something similar, but we are continuing to discuss of how to implement it in the different countries, etc. So you're right. It's so. I would think it is good to have some research and to have some thinking and really making sure it functions and not making sure it explodes. Coming back to the lifetime and to the insurance. But at the same time, we need to get better in really employing government money in subsidies for a while to help technologies to get going. And this is where we are slow in Europe. And then also to just have the guts to say, let's go into this technology for the time being and maybe in 5 years' time switch to a new technology, but not look at all the technologies at the same time the whole time. So that would be on the first question, yeah. But that's a dialogue with politicians as well, if I understand correctly. Yes. Okay. And yes, we are, for example, as EDF will also be. I've been discussing with the EU Commissioner Kadri Simpson for energy, and with a lot of people. I've been meeting our Chancellor 5 times the last 2 years in Germany. So Scholz, Mr. Scholz. But it takes some time, I must say, because we don't have the same guts sometimes in Europe to just do things when we believe in it. We discuss a lot. We need to harmonize it over Europe, and that's not that easy as we do see in Korea, in Japan, in China especially, and also in the USA. So when it comes to the second or to the third question regarding taking responsibility for the whole system and insurance, I would agree. That is something we need to do, and this is why we have, for example, started to supply the battery as well. So, of course, we don't produce cells, but we buy the cells and we do the rest integration, and we sell the battery pack together with our inverters as one solution. And then we give a guarantee on the entire system. Because this is the only way of making sure that you can have the complete system under control and also be responsible for the system at the customer side. So you've identified this problem and you just say, well, we'll guarantee the whole thing, if I understand correctly. Yes. Okay. Yes. Yeah, I'll try and translate that. Oui, mais ça fait longtemps en plus que les batteries existent et on a changé à plein de technologies différentes. L'Europe est très très fort dans le R&D, la R&D, le dialogue, le débat. Pas toujours facile en plus à l'échelle communautaire
d'aller aussi rapidement que d'autres puissances économiques dans la mise en œuvre. En revanche, c'est vrai que c'est bien aussi la combinaison que nous avons de R&D, aussi voir les choses de manière un peu plus large en incluant la soutenabilité écologique, le développement durable, l'économie circulaire. D'autant plus qu'ensuite, avec certains partenaires, que ce soit aux États-Unis ou l'Union européenne, il y a quand même des mesures maintenant qui vont attirer les activités d'entreprises comme les nôtres. Que ce soit la loi sur la réduction de l'inflation aux États-Unis, the IRA Act, that's in the United States, qui va injecter 169 billion, 369 milliards de dollars dans specifically into storage systems, into energy transition. Yes. Dans la transition énergétique. Le Green Deal européen quand même ouvre un chapitre intéressant. On est en dialogue constant avec la Commission et la commissaire européenne à l'énergie. Il répond à ma question ensuite sur le dialogue avec les politiques. Parce qu'on doit accélérer, c'est sûr. Donc on discute très souvent avec la chancellerie en Allemagne. C'est vrai qu'on pourrait aller plus rapidement dans la mise en œuvre. Pour la réponse à le problème assurantiel, nous, on a décidé effectivement de fournir la batterie. On achète les cellules et on intègre dans la batterie, et avec nos solutions qui sont les onduleurs, et on garantit tout le package, parce qu'on se rend compte de ce problème assurantiel. Vous voulez peut-être, monsieur... Je vais répondre sur la dernière question, sur le véhicule to grid. Il y a eu tout à l'heure des questions, des interventions sur la rareté des matières premières. Et bien, je crois que le véhicule to grid, c'est une très belle illustration des réponses qu'on peut apporter. Le véhicule to grid, ça permet d'utiliser la batterie 2 fois. Une fois pour la mobilité, mais bon, quand on regarde combien de temps roule une voiture, combien même elle serait électrique chaque jour, à mon avis, ça ne doit pas dépasser 1 heure ou 2 en moyenne en France. Donc ça veut dire que 22 heures, alors j'enlève les périodes de recharge, mais ça veut dire qu'au moins 15 heures par jour, cette voiture, elle est disponible pour faire autre chose parce qu'elle est au parking. Et donc l'idée de pouvoir utiliser la batterie du véhicule pour un autre usage, donc un usage pour le système électrique, c'est vrai que c'est une idée qui fait sens. Alors est-ce que techniquement c'est possible ? Oui. Est-ce que ça fonctionne bien ? Oui. Est-ce que ça va se développer ? Il y a des expérimentations, il y en a également en France, hein. Il y a des entreprises, EDF notamment, une entreprise dans le domaine. Est-ce que ça peut venir en substitution des systèmes de stockage de batteries classiques ? C'est très possible. C'est un game changer potentiel. Hein. Clairement, on voit que ça va représenter des capacités de stockage qui sont colossales. Et donc, même si on n'en prend qu'une fraction, ça va permettre de fournir tout un tas de services au système électrique. Donc oui, c'est un sujet qui clairement va se développer. You understood, I think, but he's saying that there's a lot of potential. It could be a game changer, the vehicle-to-grid technology, and that's one of the solutions to catching up with the rest of the world with regards to storage and energy systems that are more intelligent. Because vehicles are used 1 to 2 hours during the day, 22 hours the rest of the time they're not being used. And so you're basically using the battery 2 times. Yes, and I just would like to add that once again, it's not a problem of technology. The technology for vehicle to grid is 30 years old, and I've been working on that also in the 90s. It's no problem at all. So the thing is to really find the legislation. The car manufacturers, of course, want to have their own ecosystem, meaning going into the house with the energy management system, using their battery for new use cases in the house. And that's why we've been working with Daimler in Germany and Volkswagen to build bidirectional chargers, so in order to make vehicle-to-grid happen. But still, we have not been able to go into real cooperation because, of course, always, if the battery is used for the household, then, of course, the battery lifetime for the car will be reduced because the battery is being cycled. Also, the automobiles makers are maybe not as thrilled about it. Exactly, unless, of course, it's their ecosystem. If they are providing the battery for the car and the house, then they are more interested in that. OK.
Do you want to say one last? I ask you. I'm not a translator what you said, but maybe a last conclusion. What you have to say about the future of storage capacity, and maybe what, as a broader question about how other stakeholders, even consumers, should understand in this opportunity. So yeah, as a wrap up for the whole session, yes, from my side at least. So yes, very much so. We have storage and photovoltaics moving together. This is so energy generation and energy storage makes a lot of sense. In Germany, for example, nearly 100% of all new households are directly built with PV and storage. So we don't sell systems anymore that only do PV generation. It's always with storage. Also, PV and EV is coming together. So people who buying an electric car normally install photovoltaics, or people who have photovoltaics normally buy an electric car. So we normally say PV pushes EV or EV pushes PV. They grow together. And this is why we have also gone into energy management, putting those sectors together, mainly electric vehicles, storage, and generation from solar power. And I think what we did not touch on today is where it comes in then also is hydrogen. So hydrogen production for big industry applications. I'm not on small vehicles, I'm not on households for hydrogen, I'm on big industry applications. Make a lot of sense, and this would be something where Europe might be still ahead and really pushing it. But once again, we see the topic that we just discussed. Australia, Middle East are pushing it very, very quickly with building very, very big plants. Most of our customers on hydrogen are nowadays also in Saudi Arabia, Australia, Southern America, Scandinavia. So it's not so much here. We have delivered 1 gigawatt of power for electrolyzers, and most of them are not in Central Europe. And we have the technology, so we should get quicker here. And in the end, it comes to the 3 Ds. It's decarbonization through decentralization, meaning putting up the power where it is needed, having own consumption, and then you need digitalization. So it's decarbonization, decentralization, digitalization that puts these together. And I think we are in a very good position, and we should gain the speed. We should be bold to just try it and implement it. And the government, of course, should be with and helping that. And otherwise, we will have the situation that the Chinese, with the new 5-year plans that always focus a lot on technology, or USA with the IRA, are really pushing it ahead, and Europe has the risk of falling behind. That's unfortunately so. Thank you very much, Mr. Reiner. I'll translate that as best as I can. Je suis là. C'est pas un problème de technologie, effectivement. Même dans les années 90, on travaillait sur... c'était quoi juste avant qu'on parlait? On parlait de quoi pour que ce soit pas un problème de technologie? Enfin, de manière générale. Ah oui, vehicle to grid, excusez-moi, vehicle to grid. Je travaillais là-dessus dans les années 90. C'est une question de législation, de cadre réglementaire. Je lui ai posé la question, mais parce que sur l'industrie automobile, est-ce qu'ils ont un problème avec? Parce que justement, si on fait ça de plus en plus, ça réduit la durée de vie de la batterie pour la voiture. Et ils me répondent, non, c'est pas un problème pour les automobilistes, enfin pour l'industrie, si c'est leur écosystème. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais nous, on travaille avec Daimler et Volkswagen justement pour prendre ce virage et que ce soit utilisé à différentes échelles, ménages et plus largement. Et pour conclure, parce que je lui ai demandé de conclure sur quelques mots importants, clairement, le solaire et le stockage convergent. Les maisons, les logements en Allemagne maintenant, 100% des nouveaux, on met les deux, le solaire et le stockage. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Les véhicules électriques et le photovoltaïque aussi sont en convergence. Les deux se poussent l'un et l'autre. Parfois c'est dans un sens comme dans un autre. Et c'est clairement l'avenir. Ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui autant, c'est l'hydrogène. On est encore un petit peu en avance sur l'hydrogène. Et on devrait garder cette avance, aller rapidement.
parce qu'on a un savoir technologique. Et l'Europe n'est pas encore en retard, malgré le fait qu'en Australie, au Moyen-Orient, il y a des grandes usines qui sont en train d'être développées. Et puis, nous, on a fourni pour l'électrolyse 1 gigawattheure, mais c'est pas trop dans l'Europe centrale que nous sommes en train de rester dans la bonne vitesse de développement. Les 3D sont une façon de résumer un petit peu notre vision de l'avenir. Décarboner, décentraliser et digitaliser le système énergétique. Les gouvernements devraient soutenir cette vision et cette mise en œuvre pour que justement on ne soit pas encore en train de perdre de la vitesse par rapport à la Chine qui, dans ses plans quinquennaux économiques, arrive très très rapidement à développer les nouvelles technologies. Donc que ce soit sur l'hydrogène et les autres sujets qu'on a mentionnés aujourd'hui, très important que le gouvernement soutienne. Merci beaucoup, Monsieur Reinert. Thank you very much. Je me tourne pour un mot de conclusion vers Pierre Le Romancer et je vous remercie à vous encore aussi. Allez-y, je vous en prie. Oui, alors, juste quelques mots. Je pense on n'a pas fini de parler du lithium-ion. Je pense que les systèmes qui peuvent permettre de stocker pendant quelques heures, ça va encore rester les sujets techniques dont on va parler dans les années à venir. Mais progressivement, alors pour des questions de matières premières qu'on a beaucoup évoquées, mais aussi parce que les besoins des systèmes électriques, parce qu'il y aura de plus en plus d'énergie renouvelable sur les réseaux, donc on va progressivement avoir des besoins de stockage de plus en plus longs. Alors je ne parle pas de mois, mais je parle de quelques dizaines d'heures ou en centaines d'heures. Ces technologies aujourd'hui, elles sont... Alors il y a les barrages, mais si on regarde les batteries, on n'a rien aujourd'hui qui nous permette de répondre à ce défi, mais pourtant ce défi qui est devant nous. Donc on va sans doute construire quelques barrages, mais l'avenir, il est aussi dans le développement de nouvelles technologies de stockage, donc avec des batteries qui seront moins chères, parce que il faut stocker plusieurs centaines d'heures à des coûts très compétitifs, qui vont utiliser des matières premières beaucoup plus communes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, je pense que l'étape d'après, c'est du stockage qui n'est pas de la batterie. Ça va être par exemple des systèmes de redox flow, ça va être du stockage à air comprimé, ça va être du stockage à sel fondu. Tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui des sujets de R&D, mais c'est pas du tout utopique. C'est des technologies qui vont arriver sur le marché d'ici quelques années et qui, pour être rentables, devront passer très vite à grande échelle. Donc les premiers systèmes de stockage à sel fondu qu'on va voir arriver, ce seront des très gros systèmes qui vont permettre par exemple des hybridations avec des centrales thermiques classiques qu'on voit aujourd'hui. Donc l'avenir sur le stockage, je pense qu'on est vraiment au tout début d'une révolution, mais qui va venir accompagner finalement et permettre la révolution des systèmes électriques. Very quickly, I think we're still going to have lithium storage systems, j'ai bien dit, where we store for a few hours, but we're going to have more and more demand for longer storage capacity, 10 hours, 100 hours. We will build a few dams, but the future is in new technologies where we're not using necessarily very rare materials, more common materials, and for not too expensive to produce them, and that other ways of storage than batteries, compressed air, le stock and flow, redox flow. Okay, you understand obviously. Et il y avait une troisième solution qui était l'air comprimé. Molten salt. Okay, et the market is going to receive these new technologies in the next few years, and so it's going to be a question of anticipating the business models around that as well. And basically, to end, we're at the tipping point. We're at the beginning of a revolution in storage technologies and usages, and thus of the energy transition as well. Thank you, everybody. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. On veut applaudir Monsieur Le Romancer, Monsieur Jürgen Reinert de SMA, EDF. Merci beaucoup. Très, très bon Power Earth Summit à tout le monde. Et je suis tout de suite dans cette salle avec celles et ceux qui sont intéressés par le financement des énergies renouvelables. Dialogue entre méthode et levier avec Erwan Boumard, Yann Gezel, Jean-Paul Duhamel et Frédéric Blanc.